Yes, la famille, good evening. Ce soir, on est en mode route, en mode new route, en mode dancehall, en mode wabado, parce que l'artiste que nous recevons incarne cette diversité culturelle et musicale dérivée du reggae. Suleiman Boukara ou Suleiman Boukaka, aka Lurikson, pour vous, valeureux abonnés de Guinée Music. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à Guinée Musique et à tous les auditeurs. Merci d'être là et bienvenue sur Guinée Music, Lurikson. Pour commencer, moi, je vais d'abord te dire que lorsque je fais des recherches sur toi, je pars sur le net, on me dit que l'Erickson est un artiste reggae man qui est né en Guinée en 1979, mais d'origine guinéenne. On ne dit pas guinéen. Explique-nous un peu tes racines, tes origines guinéennes pour le plus grand plaisir des abonnés de Guinée de Music. Bon, il faut savoir que je suis guinéen par ma mère, voilà. Et voilà, c'est ma famille est d'ici depuis des années. Et donc, je suis petit-fils du docteur Sultan et fils de Jacqueline Sultan. Voilà. Donc, c'est ça mes origines guinéennes. Elles sont bien ancrées, quoi. Oui, oui, oui. Encore une petite précision, c'est Suleiman Boukara ou Suleiman Boukaka. C'est Boukaka à l'état civil, quoi. Voilà. Et pour préciser encore, moi, mes parents sont de Mamou, voilà. Et aussi de Conakry aussi, de la région de Conakry aussi. Voilà. C'est intéressant ça. Parle-nous un peu de tes souvenirs ici, parce qu'on sait que tu es un artiste qui vit à l'étranger, de tes tout premiers souvenirs d'enfance, scolaire ou extrascolaire, s'il y en a, hein. Il y en a forcément. Oui. Alors, il faut savoir que, comme je dis, mon parcours, c'est que j'ai grandi au Libéria. Je suis de la Guinée, mais j'ai grandi au Libéria jusqu'à la période de la guerre civile. Donc, juste pendant cette période-là, j'avais quand même fait beaucoup de voyages en Guinée. Je connaissais le pays, mais c'est après la guerre civile au Libéria qu'avec ma mère, on est rentré ici pour s'installer. Et je fréquentais à cette époque la Sainte-Marie. Quand on est rentré ici, on était logé à l'Andrea chez mes parents, chez mes grands-parents. Et donc, mes premiers souvenirs vraiment concrets de la Guinée, vraiment, ça, c'est de cette époque-là. Aussi à cette époque-là aussi, on peut parler des années 80, fin des années 80, début des années 90. Moi-même, là aussi, j'ai commencé aussi un peu la musique aussi à ce temps-là aussi. Donc voilà, tous ces souvenirs-là sont là en moi, quoi. Donc il n'y a pas eu assez de périodes d'enfance passées en Guinée. Bon, la période de l'enfance, comme je dis, j'ai fait quand même beaucoup de va-et-vient pour venir en Guinée. Et même quand j'étais au Libéria, j'ai quand même beaucoup rendu visite à la famille, comme c'était à côté. D'ailleurs, c'est pour ça même que ma maman était allée au Libéria, parce qu'elle ne voulait pas aller, elle était allée là-bas pour le travail, mais elle ne voulait pas aller dans un pays trop loin. Donc c'est pour ça qu'elle s'est installée au Libéria, pour pouvoir facilement venir en Guinée et rendre visite à sa propre mère, à ses parents aussi. Donc par la même occasion, nous aussi, on avait l'occasion beaucoup de venir en Guinée. Et déjà tout petit, j'ai bien connu la Guinée quand même. Oui. Voilà. Mais après, suite à ça, quand il y a eu la guerre au Libéria, quand on est venu s'installer ici, c'est là que j'ai plus noué des liens, c'est là que j'ai plus forgé mon expérience ici en Guinée, quoi. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que on peut dire que l'aventure ou la carrière internationale de la musique t'a éloigné de tes racines ou de tes origines? Bon, d'un côté, je peux dire que tu as raison sur cette question-là, parce que je peux dire que d'un côté, le fait que la musique c'est une bénédiction, mais c'est quelque chose qui aussi m'a éloigné, c'est vrai, de mon environnement, de mon pays. Mais quand même, je rends grâce aussi à Dieu, parce que grâce à la musique, quand même, j'ai pu voyager à des endroits que je n'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Et donc, vraiment, je rends grâce à Dieu, je rends grâce au public aussi qui m'a soutenu et qui a fait en sorte de me demander à l'extérieur pour que j'aille aussi performer, aussi me présenter aussi à travers le monde. Et je l'ai toujours fait aussi en n'oubliant pas d'où je viens, c'est-à-dire la Guinée, et en ayant toujours l'amour de mon pays et toujours de représenter la Guinée fièrement. Voilà. Super bien. Alors, aujourd'hui, tu fais la fierté des scènes de la musique reggae, mais à l'international, pas de chez toi. Si aujourd'hui on te posait la question, genre, qu'on inversait un peu la tendance, quoi. On dit que le succès que tu as à l'international, qu'on exporte ça, quel choix feras-tu? Bon, vraiment, je ne peux pas revenir sur le parcours que Dieu a voulu que j'ai. Voilà. Donc, ce que Dieu m'a donné, je dois l'accepter. C'est pour une raison. Et moi-même, je me suis déjà beaucoup posé cette question-là, hein, de me dire, ah, mais pourquoi Dieu a fait en sorte que j'ai pu avoir ce succès à l'international à ce point-là, comme ça,
dans beaucoup de pays, que ce soit dans l'Amérique latine, Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit même aux Antilles, que ce soit même vers l'Asie et tout ça. J'ai pu voyager dans tous ces pays, dans beaucoup de pays, sur beaucoup de continents. Et vraiment, j'ai pu remarquer qu'il y avait un engouement pour ma musique. Donc, je remercie Dieu quand même pour le fait qu'il m'ait permis, à travers l'international, de pouvoir voyager. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si on me met dans la balance le succès à la maison avec le succès à l'international, bon, c'est très difficile comme question. C'est très difficile. J'aurais aimé avoir les deux. Mais vraiment, être bien à la maison, c'est c'est une émotion qui ne s'explique pas, quoi. Vraiment, qui ne peut pas, qui n'a pas de prix, quoi. Vraiment, d'être reconnu chez soi en tant qu'artiste. On dit qu'on n'est jamais roi chez soi. Donc ça, c'est une réalité pour beaucoup d'artistes, c'est vrai. Mais je tiens quand même à représenter mon pays à la maison quand même, quoi. Oui. Ok. Oui, oui. Super bien. Lorsque par exemple, tu as en tournée, quoi. Tu as passé assez de temps là-bas. Tu n'as pas parfois la nostalgie de revenir, ça te traverse pas un peu l'esprit? Moi, la Guinée, j'ai toujours eu la nostalgie. Parce que ce que je veux aussi faire comprendre aux gens, c'est que c'est ici que j'ai commencé la musique. Donc, j'ai commencé la musique en Guinée. On Et va revenir sur ça tout de suite. voilà, c'est-à-dire j'ai eu mes premiers amours de la musique ici. Maintenant, suite à ça, quand j'ai quitté la Guinée au départ, ce n'était même pas grâce à la musique vraiment. C'était pour poursuivre mes études. Maintenant, c'est dans la poursuite de mes études que la musique s'est encore imposée à moi et que donc, là où j'étais, j'ai continué de pratiquer la musique. Donc, à partir de là, je peux dire que c'est ce qui m'a... L'amour de mon pays, je l'ai toujours eu à moi. J'ai toujours eu la nostalgie de la Guinée. Vraiment, c'est quelque chose que... Mais je reviens toujours le plus de fois que je peux. Et toujours, je reste proche de la maison, quoi. Pas de souci. Alors à présent, on va s'intéresser à ta carrière musicale du point de vue professionnel. Comme tu venais de le dire tout de suite, tu as commencé la musique déjà ici. Et on va rappeler que tu fais partie des membres fondateurs d'un groupe, des mythiques groupes urbains ici, Légitime Défense, la bande à Lord Kémy, la bande à Cheikh Shaker, la bande à Luluta. Explique-nous un peu comment tu as participé à la constitution de ce groupe-là avant de partir, avant de quitter le pays. Bon, ce groupe-là, je peux dire déjà à l'époque, on parle de début des années 90. Hein. La musique urbaine en Guinée était vraiment balbutiante. On peut parler des artistes qui étaient là à l'époque, c'était vraiment les précurseurs comme Bill de Sam, et MC Shanana, paix à son âme. Et je peux parler aussi de Kill Point qui était là en ce temps-là. Et Ice Kemi qui était à l'époque un rappeur en solo. Il rappait en solo à cette époque-là. Et Loyal Cheikh Oumar, en ce temps-là aussi, prestait de son côté en solo aussi. Lui, il faisait beaucoup de reprises. Il était connu pour faire des reprises de Michael Jackson à l'époque là. Et moi, je venais du Libéria avec mon expérience anglophone. Et donc, j'ai rencontré Ice Kemi à travers Cheikh Oumar. Voilà. Et ils se connaissaient un peu. Donc on a fait les présentations et comment on peut dire, le feeling entre nous est très bien passé. Et à partir de là, on a décidé de former un premier groupe, d'abord qui s'appelait Widnix. On est sorti de ce nom-là très rapidement pour prendre le nom Légitime Défense. Voilà, donc le groupe s'est fait de façon assez naturelle. On était presque du même âge. J'étais le plus jeune dans le groupe, mais on se comprenait, on avait beaucoup de points en commun, on traînait beaucoup ensemble au-delà de la musique. Donc il y avait beaucoup de points en commun qui nous ont rapprochés et c'est ce qui a fait le groupe au départ. Voilà. Mais il se trouve que le premier projet du groupe, tu n'as pas participé. Explique-nous un peu ce passage. Alors, c'est que le groupe, il faut savoir qu'à l'époque, faire un album ou une cassette, c'était très difficile en ce temps-là. Paix à son âme, on a enregistré à l'époque à la Minière, à Bellevue, chez un monsieur qui s'appelle Bangoura, paix à son âme, qui était le premier à nous enregistrer. Et c'est un monsieur qui enregistrait les gens gratuitement et qui enregistrait sur son temps libre. Donc quand il avait le temps d'enregistrer les jeunes, il pouvait nous enregistrer une chanson, deux chansons, comme si. Donc c'était pas facile de mettre en place le projet d'un album en entier. Il y a quelques artistes qui avaient réussi à le faire, mais ça demandait un certain budget, un certain investissement. Et surtout, en ce temps-là, on n'avait pas autant de studios comme on a aujourd'hui en Guinée. Il y avait vraiment très très peu de studios. J'ai cité M. Bangoura. Sinon, l'autre studio où on avait eu la chance d'enregistrer, c'était carrément au studio de la RTJ, qui se trouvait à l'époque du côté de Boulbinet, voilà, en ville. Donc c'est à cette époque-là on a eu la chance d'enregistrer là-bas exceptionnellement parce qu'on avait quelqu'un
directement qui travaillait là-bas. Donc on a eu la chance, cette personne-là nous a donné la chance de pouvoir travailler quelque temps là-bas. Mais sinon, ce n'était pas évident de faire des albums à l'époque. Donc nous, on avait quelques singles qu'on avait enregistrés. Et grâce à ça, c'est ce qui nous permettait de tourner un peu, faire les kermesses ou bien les school dem shows organisés par Kofi au Palais. Donc c'est même on jouait aussi au cinéma, l'unité aussi. Et donc à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup d'endroits où jouer et pas beaucoup de moyens aussi de réaliser les projets. Donc moi, c'est vrai qu'à un moment donné, pour poursuivre mes études, j'ai quitté la Guinée, j'ai dû quitter la Guinée. Mais à ce moment-là, le groupe Légitime Défense était en train de travailler sur un projet, mais malheureusement, je n'ai pas pu y participer, justement parce que je poursuivais mes études. Et en ce temps-là, la musique, je la faisais par amour, mais j'avais aussi des ambitions de réussir aussi académiquement aussi. Donc voilà, donc c'est ça qui était mélangé en moi et qui a fait que je n'ai pas pu participer à ce projet-là. Voilà. Et par là même des études, qu'est-ce que l'Érickson a fait comme études? Bon, moi j'étais très intéressé par les sciences sociales, voilà. Donc j'ai suivi un cursus sciences sociales pour aller vers le droit. Mais comme je dis, je suis allé assez loin, j'ai passé le bac et tout ça, mais la musique s'est imposée à moi. Et donc vraiment à un moment donné, j'ai définitivement laissé tout ce qui était académique pour me concentrer sur la musique, mais voilà quoi. Maintenant, explique-nous, comment tu es parvenu à sortir définitivement de la Guinée pour aller maintenant surgir ailleurs et vraiment faire tout ce que tu as aujourd'hui comme succès? Comment tu es parvenu à sortir dans un premier temps? Parce que c'était, selon les informations, que c'était avec le papa. Tu es parti vers le Libéria. De là, Oui, tu es parvenu à atteindre les États-Unis. oui. C'est là-bas que tu as démarré. Explique-nous le contexte dans lequel tu es sorti ici. Bon, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai quitté la Guinée, effectivement, j'ai rejoint mon père, mais à ce temps-là, lui, il travaillait en Amérique. Voilà. Bon, quand j'ai quitté le Libéria, on a quitté le Libéria à cause de la guerre, venu en Guinée. De la Guinée, maintenant, je suis allé rejoindre mon père aux États-Unis pour quelques temps. Et lui, maintenant, il a quitté son travail où il était, mais je suis resté là-bas, aux États-Unis pendant un moment. Et j'ai fait la musique là-bas. Mais la musique aux États-Unis, c'était encore l'état de pratique. Je ne peux pas dire que j'ai commencé vraiment à me lancer dedans de façon professionnelle. Donc je pratiquais, mais j'allais quand même à l'école. Parce que pour moi, quand j'étais là-bas, c'était principalement par rapport à l'école, par rapport à l'académique. Voilà. C'est quand, lors d'un voyage aux Antilles, en Martinique, que j'ai fait la rencontre d'un producteur vraiment qui avait un studio, qui avait un groupe qu'il gérait, qui m'a donné ma chance maintenant d'enregistrer vraiment et puis qui m'a donné des projets sur lesquels me placer. Et c'est là que j'ai eu des perspectives maintenant de faire de la musique vraiment une profession. Sinon, pendant beaucoup d'années, la musique, c'est quelque chose que je pratiquais de façon un peu, je peux dire, personnelle. Voilà, jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre avec ce producteur, parce que c'est ça aussi dans la vie, on ne fait pas tout seul. Il faut une main pour laver l'autre. Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne fait pas tout seul. C'est grâce à ces rencontres-là, la rencontre avec ce producteur-là, que ma carrière professionnelle a commencé. Voilà, c'est un monsieur du nom de Laurent Leduc qui vit en Martinique. C'est là-bas que moi je l'ai rencontré et c'est là-bas que ma carrière a commencé, je peux le dire. C'est là-bas ça a commencé aux Antilles, quoi. Oui, je peux dire que professionnellement, ça a commencé aux Antilles. Sinon, comme j'ai dit, avant ça, j'avais mon groupe, j'avais fait beaucoup de choses, mais pas professionnellement comme ça, voilà. Il y avait toujours dans mon esprit l'école, voilà. Et en tant qu'artiste, l'Hérisson a été forcément influencé par une référence. Par une référence, c'est qui? Alors, les références sont trop nombreuses pour que je les cite ici. Parce que, bon, je peux citer les Bob Marley, les Wailers, Peter Tosh, Garnet Silk, Dennis Brown, Gregory Isaac et Steel Pulse. Et puis des artistes beaucoup plus récents comme les Chabarangs, les Bounty Killers, bon, beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'on a écouté beaucoup de musique. Mais dans le cadre du reggae, sinon j'ai aussi beaucoup été influencé par la musique, les Baba Mal, que ce soit Youssou N'Dour, que ce soit Salif Keita, que ce soit la musique congolaise aussi, que ce soit les Mewe. Beaucoup de musique m'ont influencé. Je peux dire même les musiques américaines de ce temps-là, que ce soit rap ou bien et l'R&B, toute la musique soul, tout ça, on a été influencé quand même par tous ces apports-là, quoi. Et maintenant, beaucoup de gens aussi, quand ils écoutent ma musique,
se rendre compte des fois qu'il y a des touches d'un peu de soul, un peu de rap, un peu de vibes antillaises, un peu de vibes orientales. Bon, c'est les choses qui nous ont touchés quand même, quoi. Surtout, en tout cas, une chose, quand je voyage dans le monde, quand je sors de l'Afrique, quand je chante seulement, les gens disent, ah, toi, tu as une vibration africaine. Ça se sent. Voilà, donc moi-même, je ne peux pas trop identifier, mais si les gens le disent, c'est que c'est ça. Voilà. C'est eux qui écoutent. Voilà, c'est eux qui écoutent. Et toi, tu fais la musique. Je fais la musique, voilà. D'accord, tu as fait assez de tournées à l'international, mais la seule fois que tu es venu prester ici, hein, dans un concert qui était réservé uniquement qu'à toi, je crois que c'était en 2011, à la place de Rogbane, moi j'y étais. Le concert, ça a été reporté parce que le premier jour, il y avait une pluie, et ça a plu. Ça a plu, il y avait un déluge total. Et après, ça a été reporté le lendemain, j'étais aussi présent. Tu es venu devant un public, malgré la pluie qui était présent, on t'a vu en larmes. Qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? On t'a vu en larmes devant ce public. Alors bon, c'est l'émotion déjà de rentrer, hein. Et puis c'était l'émotion aussi de voir autant de monde ce jour-là à la plage. Vraiment, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à voir autant de monde, autant de monde. Et toi-même, tu dis que tu étais là ce jour-là. Tu as pu voir qu'il y avait beaucoup de monde. Je peux même dire que ce jour-là, quand j'étais sur la scène, j'ai même vu des enfants dans l'eau. J'ai même vu des enfants dans la mer, carrément. Ce qui m'a un peu effrayé d'ailleurs, mais c'est pour te dire comme tellement il y avait du monde ce jour-là. Tellement il y avait du monde ce jour-là à la plage. Donc c'est ce qui m'a ému beaucoup. Et parce que je me suis dit, au-delà de la curiosité des gens, les gens me donnent la bienvenue chez moi. Et ça, vraiment, ça m'a tellement touché. Et c'est une émotion que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Pour ça que mon pays, j'ai toujours la nostalgie de chez moi. Parce que chez moi, beaucoup de gens ne savent pas qui est Lyricsson en tant que Guinéen. Mais ceux qui me connaissent m'ont toujours accueilli de la façon la plus chaleureuse, la plus respectueuse et la plus généreuse qui soit. Et ça, je ne l'oublierai jamais. C'est toujours dans mon cœur. Donc mon pays, vraiment, c'est ce qui me touche, quoi. C'est ce qui m'a transpercé le cœur. Et quand il y a autant d'émotions, c'est difficile de la contenir. Même pour un grand artiste comme Lyricsson, il faut qu'on pleure. Ah, mais un vrai artiste, quand même, pour moi, c'est un artiste qui sait quand même, et qui a quand même des émotions. Je ne dis pas d'exprimer, parce qu'il faut être pudique aussi. Ce n'est pas non plus de pleurer n'importe comment. Mais ce jour-là, l'émotion était très forte. Donc les larmes ont coulé vraiment sans que je ne puisse contrôler. Et puis je suis quelqu'un, je dois pas mentir, je suis quelqu'un d'assez émotif, d'assez sensible. Voilà. Super bien. Et le jour-là, dans ta valise, il y avait un énorme artiste qui a aussi impressionné les gens. Chadness, avec son Jam Make Me. Et oui, c'est ça, hein? J'ai pas écorché. Le lien, voilà, vous êtes toujours ensemble? Il est toujours avec toi? Chadness et moi, on est toujours ensemble. C'est un frère à moi. Au-delà de la musique, c'est quelqu'un que j'aime plus que comme un frère. Et donc, on est toujours ensemble. Et d'ailleurs, la Guinée aura l'occasion de nous voir bientôt, Inch'Allah. En tout cas, nous a impressionnés. Il nous a vraiment impressionnés. Il a beaucoup aimé la Guinée. Il a beaucoup aimé la Guinée. Et voilà. Lui aussi a été très ému, très touché. Super bien. Donc, on va toujours continuer à parler de ta carrière musicale. On sait que c'est des États-Unis après, mais c'est la France qui t'a accueilli culturellement. C'est la France qui t'a lancé. Et ça, c'est depuis quand? Alors, la France, effectivement, c'est en France que j'ai vraiment eu le boost à partir des années 2000. Début des années 2000, 2001, 2000. J'avais sorti un projet sur une compile qui était sortie en Martinique, Guadeloupe, mais qui a eu un bon succès en France. Voilà. C'était sorti justement par le fameux producteur dont je parle qui s'appelle Laurent Leduc. Et sur cette compile-là, il y avait un morceau qui s'appelait Bad Load, un autre morceau qui s'appelait Night and Day. Et ces deux morceaux-là ont été beaucoup appréciés en France. Et ce sont des morceaux qui ont beaucoup tourné, qui ont contribué à lancer ma carrière vraiment en France. Donc en France, bizarrement, où les gens parlent français, hein, et j'ai quand même été surpris d'avoir cet accueil-là aussi. Voilà, dans un pays francophone, j'ai eu un accueil vraiment exceptionnel et je remercie aussi les Français qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont permis d'évoluer. Et à partir de la France, j'ai pu voyager aussi dans beaucoup d'autres pays. Et il n'y a rien à dire, vraiment, ça a été vraiment le portail, le tremplin pour ma carrière, quoi. Oui, la chance est revenue de là. Un pays francophone qui accueille un artiste qui ne chante qu'anglais, un artiste surtout guinéen, mais qui n'a pas aussi les lyrics, voilà, j'y arrive enfin, dans nos langues vernaculaires. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir
en lyrics chantés sur un rythme reggae, mais avec des lyrics de nos langues ici. Ah, Inch'Allah, ça vraiment, c'est un projet qui doit se faire et Inch'Allah, ça va se faire. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Alors, on va finir avec ce côté un peu carrière musicale. On va faire un petit jeu de description de certaines personnalités. Quand je te dis par exemple Robert Nesta Marley, ça te dit quoi, Bob Marley? Oh, Bob Marley, ça me dit ambassadeur, ça me dit pionnier, ça me dit précurseur, et puis rebelle et liberté aussi. Voilà. Quand je te dis assassin? Assassin, je dis aussi, ça me dit... oh là là. Alors Assassin, voilà, Assassin c'est vraiment un groupe qui m'a ouvert les portes aussi en France, qui m'a donné la chance de rencontrer le public français. Voilà, à travers leur tournée qu'ils avaient fait en 2001 pour la sortie de leur album Touche d'Espoir, qui est un album magnifique. Et voilà, Assassin, oui, c'est, comment dire, c'est la gentillesse, c'est la générosité. Voilà, c'est les grands frères. Voilà. Et si je te dis aussi Manu Chao? Manu Chao aussi, après Assassin, c'est lui qui m'a donné ma première chance de voyager partout dans le monde. Voilà, il m'a pris sur vraiment au feeling. C'est quelqu'un qui avait entendu parler de moi et qui a voulu me rencontrer, ce qui m'a beaucoup surpris parce que c'est quelqu'un que moi je connaissais sa carrière à travers son groupe qui était un groupe légendaire qui s'appelle La Mano Negra, qui est un groupe qui était très fameux, très réputé. Mais jamais je n'aurais pu imaginer un jour dans ma vie que j'aurais rencontré ce monsieur-là, ou même encore moins qu'il aurait pu s'intéresser de venir, voilà, encore moins de ça. Et vraiment, je peux dire, générosité aussi, l'accueil, l'apprentissage, l'initiation, le travail. Voilà, avec eux, j'ai vraiment appris le métier de la scène. Voilà, Manu Chao, c'est quelqu'un qui m'a donné la chance d'apprendre c'est quoi la scène, d'apprendre c'est quoi la vie d'artiste à un certain niveau. Voilà, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Oui. Mais ce niveau-là, c'est un niveau, comme on appelle la machine de guerre, quoi. Vraiment, ah oui. Les grandes tournées. Bon, je peux dire, Manu Chao aussi, je donne une petite anecdote. Oui. Moi, quand j'ai commencé avec eux, c'était en Espagne, où on était allé, et la première fois qu'on a travaillé, on préparait sa tournée mondiale. Mais moi, je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'il avait vraiment. Et donc, le premier concert qu'on a fait, c'était un tout petit concert, dans une petite salle où il y avait à peu près 300 personnes. Okay. Et donc, moi, je m'étais imaginé que bon, la tournée, ça allait être des concerts comme ça, des petites salles de 300 personnes, 400 personnes. Mais en fait, c'était un concert de test. Voilà, pour voir si le groupe était prêt pour la tournée. Et donc, le vrai concert qu'on a fait, le vrai premier concert de la tournée, c'était à Milan, la ville en Italie, à Milan. C'était sur une place publique. Et ce jour-là, il y a eu plus de 100 000 personnes. Le premier concert, il y a eu plus de 100 000 personnes. C'est-à-dire que le monde que je ne voyais même pas de la scène, je ne savais même pas où sont les gens, tellement il y avait du monde. Donc, je peux dire que j'ai été jeté dans le bain de façon très, pas brutale, mais très spontanée. Et puis, c'était impressionnant. Très impressionnant. Et donc, quand j'ai compris qu'il y allait avoir beaucoup de concerts comme ça pendant au moins un an et demi, presque 2 ans de ça, j'ai dit, oulala, ça c'est... ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce qu'on répétait, en plus, quand on répétait les répétitions qu'on faisait, c'était sur une scène petite scène où très restreinte, on était tous collés l'un à l'autre là. Et puis du jour au lendemain, c'était des scènes où moi-même, l'espace où on tenait tous là, c'était pour moi seul. Donc vraiment, j'étais très impressionné, quoi. Vraiment, ouais. On va finir cette partie de description de personnalité avec un autre nom. Takana Zion, ça te dit quoi? Oh, Takana Zion, ça me dit... bon, petit frère, artiste guinéen important. Artiste guinéen important dans la musique. Et puis, voilà. C'est tout. D'accord. On va finir avec cette partie aussi. Qu'est-ce qui énerve l'Erickson dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qui t'énerve dès qu'on te fasse ça? C'est voilà, allez, c'est les nerfs qui sont tendus, quoi. Ah, je peux dire que ça dépend. Moi, j'essaie de ne plus trop m'énerver aujourd'hui, mais sinon, je peux dire aussi toucher à la dignité de quelqu'un, toucher à ma dignité, toucher à la dignité de mes proches. Ça, c'est quelque chose qui peut me toucher quand même. Et bon, il y a beaucoup. L'incivilité aussi ne me plaît pas, les mauvaises manières ne me plaisent pas trop, le manque de respect ne me plaît pas trop. Ce sont des choses qui me touchent dans le mauvais sens, quoi.
Voilà. Sinon, à part de ça, j'essaie d'être très tolérant dans la vie. Alors, on ne peut pas terminer cet entretien-là avec un artiste de renom sans arracher un freestyle pour le plus grand plaisir de nos abonnés et un mot de la fin pour le site Guinée Music. Merci aussi, merci. C'est vous, grâce à vous, que nous les artistes guinéens, on est là, qu'on représente. Pas que pour moi, mais pour... Merci de soutenir toute la jeunesse guinéenne, tous les artistes guinéens, tous ceux qui se battent pour faire un petit quelque chose avec le talent que Dieu nous a donné. Au quotidien, on se bat avec le travail, avec la sueur. Donc merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui suivent Guinée Hit Music. Vraiment parce que c'est grâce à votre soutien qu'on est là, quoi. Voilà. On a place au freestyle. GuinéHitMusic.com. GuinéHitMusic.com. La Guinée d'hier, la Guinée d'hier, Wofanga d'hier, d'hier, la Guinée d'hier, la Guinée d'hier, Wofanga d'hier, d'hier. Ils veulent nous diviser pour régner, sans cesse nous manipuler. Le feu de la haine, ils attisent. Après, ils nous parlent de crise. Mais où est la liberté d'expression quand nos artistes sont mis en prison? Mais dites-moi quelle démocratie, mais quelle folie que ceci. La Guinée d'hier, la Guinée d'hier, Wofanga d'hier, d'hier. La Guinée d'hier, la Guinée d'hier, Wofanga d'hier, d'hier. GuinéHitMusic.com. GuinéHitMusic.com. Voilà, fidèles et valeureux abonnés de Guinée de Musique, c'est sur ce freestyle de cet artiste énorme, l'Elixon, que nous allons nous quitter dans l'espoir de se retrouver très vite sous nos projecteurs pour d'autres numéros de découverte, d'autres numéros d'entretien, d'autres numéros d'interview. À très vite.